Je sais qu'il faut faire plus de Reels sur Insta, que c'est ça qui marche. Mais bon, j'ai souvent un peu la flemme de tout ça. Jean Onge vient de me fournir un matériau de base parfait pour ça. Il a en effet réalisé une réponse à mes 2 vidéos sur le dos rond. Mais là où c'est très intéressant, c'est qu'il a vraiment fait une masterclass d'incompréhension, d'incompétence ou de malhonnêteté. Voire les 3 à la fois. Et je vais profiter de tout ça pour t'expliquer la façon qu'ont ces gens de manipuler l'opinion publique. En faisant de la désinformation sur les sciences du sport, ou les sciences de façon générale. Premièrement, Jean Onge commence par dire que j'ai fait des attaques personnelles, donc ça vaut pas le coup de s'y adresser. Alors dans sa vidéo réponse, qu'il a quand même mis 2 mois et demi à faire, donc autant dire qu'il a fait des efforts, en fait 80% du temps où il parle de moi, c'est des attaques personnelles. Et on va dire les 20%, c'est sur le débat de fond qui est le soulevé de terre de rond. Donc le peu d'arguments qu'il a sortis concernant ça, eh bien je vais les démonter un par un maintenant sous vos yeux ébahis. Pourtant tu vas expliquer de la science, n'est-ce pas Jean-Jean? Il serait de bon ton de développer pourquoi tu as défendu la chloroquine de Raoult, en outrepassant largement ton domaine d'expertise. Ou pourquoi tu as fait cette vidéo qui va à l'encontre du consensus scientifique sur la perte de masse grasse locale sans jamais te corriger. Première tentative de manipulation, ne parler que de ce qui t'arrange. Et ne pas s'appuyer sur le consensus scientifique pour sortir sa petite théorie comme quoi on est meilleur que les autres, ça s'appelle du charlatanisme. Selon lui, ce sont les flexions et extensions abusives qui font péter les disques dans la région lombaire. Il nous dit que effectivement, les études sur les modèles animaux sont intéressantes pour comprendre comment les disques pètent. D'ailleurs, ces études, elles ont une utilité. Comprendre ce qui fait péter le disque, comment ça se passe. Donc ok, on est d'accord, les études sur les modèles animaux nous permettent de comprendre qu'est-ce qui fait péter le disque. Et quelles conclusions reviennent en boucle dans les études sur les modèles animaux, c'est que ce qui fait péter le disque, ce sont les flexions et extensions excessives. Et ce n'est pas ce que les experts sur la question disent. D'ailleurs, ça, je le précise dans ma première vidéo sur la question, bien sûr. Mais les avis d'experts sont plutôt favorables à une hypothèse de flexion lombaire comme étant la cause de la plupart des hernies. Sauf que le truc, c'est que ça peut arriver à 12 degrés de flexion lombaire sur 27 disponibles dans un modèle à base de 2 vertèbres. Ça en se fondant sur les études de McGill. Autant dire même pas la moitié de l'amplitude disponible. Si on compare ça à une colonne complète, ça donne 44% de flexion lombaire, soit environ ça. Je ne sais pas si ici c'est une technique de manipulation consciente de la part de Jean Onge, ou juste de la stupidité. Mais n'oubliez jamais de bien regarder les arguments que vous voulez démonter, sinon vous allez passer pour des cons. Et donc du coup là-dessus il dit qu'en fait ceux qui faisaient de l'aviron avaient tendance à avoir plus mal au dos parce qu'ils avaient un volume d'entraînement plus élevé. Et ça c'est une putain d'invention pure geek and fit parce que ce mec il est pas capable de lire à papier. En fait ceux qui faisaient de l'aviron, il est bien mis dans l'étude au chapitre niveau d'activité physique que c'était pas ceux qui s'entraînaient le plus et même plus globalement s'il avait juste regardé les images comme le sale gosse de merde qu'il est, mais en fait il aurait constaté que ceux qui faisaient l'aviron étaient ceux qui pratiquaient le moins d'activité physique parmi les autres groupes. Ici il n'est pas question qu'on parle de volume d'entraînement total en fait. Ce n'est pas parce que je fais 30 heures de curl biceps sur une semaine que je vais avoir mal au dos. Les rameurs ont bien un volume d'entraînement de la zone lombaire plus important que les autres. Après, il explique que c'est lié à l'amplitude excessive. Et pourtant, il le dit lui-même, le volume d'entraînement spécifique sur cette zone, donc sous-entendu la zone lombaire, peut être responsable des douleurs. Et quel est l'entraînement spécifique sur cette zone? Oh ben, c'est de la flexion excessive, avec un mouvement explosif, ce qu'on dit depuis le début, bordel. Chose qui n'est pas démontrée en réalité, comme je le précise dans le reel précédent, qui est lui-même issu de ma vidéo précédente. On sait que le volume d'entraînement sur une période donnée a un rôle déterminant. Le reste est spéculatif. C'est ce que j'appelle un enfumage à la Jean Onge. Vous avez vu, les données allaient dans mon sens depuis le début. Ouais, si tu les interprètes pour les faire aller dans le sens qui te convient, effectivement. Aujourd'hui ce sera court, je vous laisse l'extrait sur lequel il essaye de me tourner en ridicule, puis la phrase complète sortie de ma vidéo. Et un extrait de ce qu'il dit 15 secondes après. La course d'orientation est une activité protectrice, alors que l'aviron peut provoquer des lombalgies. Ce qui est dit dans cette conclusion, ça n'est pas à terme l'aviron peut augmenter les douleurs dans le bas du dos, que l'aviron peut provoquer des lombalgies. Ce qui est dit dans cette conclusion, ça n'est pas à terme l'aviron peut augmenter les douleurs dans le bas du dos. Non, les points à en retirer sont très exactement que les anciens athlètes d'endurance n'avaient pas plus mal que les sédentaires. Donc il n'y a pas de raison de penser qu'il y ait des dégradations tissulaires plus importantes ou irréversibles. Que le volume total d'entraînement plus important sur cette zone spécifique étant plus haut en aviron a des chances d'être la cause des lombalgies. C'est d'ailleurs inscrit noir sur blanc plusieurs fois dans l'étude. Et ça tombe bien dis donc parce que c'est ce qu'on dit depuis le début avec Pirelli. Ça n'est pas la flexion lombaire le problème, c'est le volume d'entraînement total sur une période donnée. Voilà, j'appelle ça l'argument BFM, c'est-à-dire tronquer un passage pour lui faire dire l'exact opposé en toute conscience. C'est du mensonge pur et simple, et je vous le dis, vous ne pouvez rien faire contre ça. Si l'autre a décidé de la jouer malhonnête, vous pouvez pas discuter. Ici, il sous-entend que je me fiche des blessures ailleurs. Ouh. Donc voilà les mecs, on s'en fout des muscles, on s'en fout des tendons, c'est vrai que les muscles ne se déchirent pas, les tendons ne s'arrachent pas, c'est vrai que ça s'adapte vite. Parfois avec l'aide d'un chirurgien, voilà, ça s'adapte. Et du coup, réduire les blessures au dos à la hernie seule, c'est montrer qu'il ne maîtrise absolument pas ce sujet, puisqu'au final, la lombalgie qui revient le plus souvent, c'est tout simplement le lumbago. C'est une contracture musculaire, donc il n'y a pas de problème de disque, il n'y a pas de problème d'hernie, c'est juste une contracture. Ce que j'explique bien, c'est que la seule structure sur laquelle on a un débat vis-à-vis de l'adaptation, ce sont les disques intervertébraux. Tout le reste, on sait qu'avec assez de progressivité,
ça s'adaptera. Ce qu'il fait, c'est un procès d'intention, volontaire, pour me faire passer pour quelqu'un d'incompétent et d'horrible au niveau moral. Alors que bon, sans rire quoi, qui est celui de nous deux qui profère le plus d'insultes dans ses vidéos à l'égard d'autres personnes? On va faire le procès de la biomécanique. Il me reproche d'avoir une approche trop biomécanique, parce qu'à la fin de ma vidéo, j'ai expliqué par A plus B, avec des études biomécaniques, en quoi soulever une charge lourde avec une flexion importante, donc un dos visuellement arrondi, eh bien c'était propice à l'apparition de blessures. Et au final, il fait exactement le même procès à Jean-Philippe de Neuville. Alors pour rappel, Jean-Philippe de Neuville, il a fait sa thèse exactement sur le sujet des disques intervertébraux. Le mec, il a travaillé toute une partie de sa vie là-dessus, contrairement à son ami Acer Merdax, qui est le maître des peupliers. Donc Jean-Philippe de Neuville, c'est un expert de ce sujet-là. Eh bien non, en fait, c'est le grand Bittenfoun qui a raison. Alors je vais quand même lire la définition du mot biomécanique du petit Larousse, car on est quand même obligé d'en arriver là. Biomécanique. Application des lois de la mécanique aux problèmes de biologie, physiologie et de médecine. Donc c'est une science qui a pour but d'analyser les propriétés mécaniques des êtres vivants. En fait, j'adore la biomécanique et je pense même avoir un petit peu plus bûché que toi dessus. Pour autant, on est revenu du modèle biomécanique depuis longtemps pour expliquer les blessures. On parle maintenant de modèle biopsychosocial. La biomécanique ne donne au mieux que des indices ou des solutions à certains types de problèmes. Souvent, c'est d'ailleurs plus utile pour corriger un souci que pour comprendre ce qui l'a vraiment causé. L'argument ici, c'est d'utiliser un truc vrai, scientifique, concret, pour quelque chose qui n'est pas du tout adapté. C'est très certainement parce qu'il manque d'expertise sur la question des blessures, qu'il décide pourtant d'aborder souvent. Et là, on rentre dans l'incompréhension totale de la science qu'a Jean Honche. On va s'en servir pour apprendre rapidement à décortiquer une étude scientifique. Mais au final, même son argument ultime de l'adaptation, je vais vous montrer maintenant par A plus B que c'est faux. Alors, est-ce que les disques intervertébraux s'adaptent grâce à un entraînement spécifique? En fait, ça a déjà été analysé dans un essai clinique randomisé contrôlé. Je sais que les éthiciciens adorent ça. Et en gros, t'as un groupe qui a fait des squats, du soulevé de terre, des flexions, des extensions, bref, un entraînement de ouf exprès pour que les disques intervertébraux s'adaptent. C'est un entraînement qui a été mis au point exprès par des pros. Et à côté, t'avais un autre groupe qui a reçu un traitement pour des raisons d'éthique, mais qui en tout cas n'a pas fait d'exercice pour renforcer les disques intervertébraux. Et en fait, la conclusion, c'est qu'au bout de 6 mois, entre ceux qui n'ont pas fait d'exercice et ceux qui ont suivi un programme exprès pour travailler les disques intervertébraux, il n'y a aucune différence. Selon lui, elle démontre que les disques intervertébraux ne s'adaptent pas. En réalité, les chercheurs ont divisé 40 personnes en 2 groupes de 20 qui s'entraînaient pendant 6 mois, soit en intervention en faisant un programme spécifique pour la colonne vertébrale, soit simplement un groupe contrôle, donc un groupe qui ne faisait quasiment rien, avec du contrôle moteur et de la thérapie manuelle. Il y a eu des mesures avant-après au niveau de la colonne vertébrale et des disques intervertébraux en particulier, encore une fois, et on n'a pas remarqué de différence entre les 2 groupes. Bon, mais qu'en disent les chercheurs? Que l'étude va contre les trouvailles de terrain cross-sectionnel. En d'autres termes, que ça va à l'encontre de la littérature scientifique sur le sujet et que ça les surprend beaucoup. Qu'on ne sait pas si les marqueurs de santé de la colonne utilisés sont bons. Autrement dit, qu'on a mesuré des trucs, mais qu'on ne sait pas si c'est le témoin que la colonne s'adapte ou non, qu'on ne connaît pas la vitesse d'adaptation de la colonne. Et donc à partir de quand on peut voir des changements significatifs sur les disques intervertébraux? Donc peut-être que 6 mois, c'est trop court. Pour le détecter, pas pour que ça arrive. Enfin qu'il y a eu beaucoup de comparaisons. Ce qui veut dire beaucoup d'ajustements statistiques, et ça peut masquer une trouvaille statistiquement significative. Grosso modo, le fait que cette étude ne trouve rien, ne prouve rien en soi, parce que la science, ça n'est jamais une seule étude. Il faut regarder un peu tout ce qui se passe autour de cette dernière. Ici, en l'occurrence, elle était très bien faite et préenregistrée, qui veut dire qu'on limite énormément le risque de biais de publication. Ça, c'est toujours cool. Mais on est en droit d'attendre un peu plus d'études faites de la même façon, qu'on ne fonde pas notre compréhension entière des disques intervertébraux sur 20 pélos. Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même avec la meilleure étude du monde, on peut avoir des faux positifs, des faux négatifs et peut-être aussi pas assez de puissance statistique pour détecter des tailles d'effets. C'est ce que j'essaye de faire comprendre à tout le monde sur cette affaire. Il faut essayer de se fonder sur un maximum de données possibles. Bon, Delavier, il connaît pas son sujet, il est bon à faire des dessins. Jean-Philippe de Neuville, il a aucune expérience. Major Movement, c'est pas ouf. Même si oui, tu me diras, entre nous, d'un point de vue anatomie, il se plante assez souvent, mais il assume. Squat University, c'est un pitre. Donc voilà, c'est le grand slip and beef qui a raison. Mais alors, je crois qui? Mais en fait, personne en particulier. Je crois les données et la masse accumulée de ces dernières. C'est ça le problème de faire confiance à l'argument d'autorité, à des gens qui seraient au-dessus de la science. Comme Didier Raoult à tout hasard. Exemple simple avec Squat University. Oui, c'est un pitre. Squat University est décrié pour le fait qu'il s'accroche comme une tique au modèle biomécanique, alors qu'il se fait déboîter de tous les côtés. Ça fait des mèmes sur lui toutes les semaines pour le traiter de clown. Et c'est pas par la communauté non spécialiste de jeuxvideo.com, Non, ce sont des kinés se fondant sur les preuves
scientifiques qui font ça. Major Mouvement se fait d'ailleurs critiquer assez souvent par les kinés EBP, qui n'aiment pas certaines de ses prises de position, etc. J'ai déjà parlé de Delavier par exemple. Dire que je ne crois pas en des gens en particulier ne devrait pas être utilisé contre moi comme un argument. Au contraire même. Pour tous ceux qui sont encore là, Louis Howe ne serait pas d'accord avec moi sur la flexion lombaire maximale. Donc oui, Louis Howe, c'est par exemple une personne que tu cites aussi, mais tu sais quoi? En fait, il n'est pas d'accord avec toi. Et en fait, personne d'un temps soit peu sérieux n'est d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'il ne dit pas ça en fait. Si on regarde l'article de blog que tu montres, Louis fait bien attention à utiliser le conditionnel. Ce, à chaque fois qu'il parle des risques de blessure sur la flexion de colonne lombaire. Il dit bien « ça pourrait ». Et pourquoi selon toi? Parce que Howe a publié avec Lehman en 2021, soit la même année, un article scientifique sur le sujet. Et pas n'importe quel type d'article. Une revue de la littérature. En fait, c'est un type de méta-analyse, mais sans l'aspect statistique, qui va aller voir, du coup, tout ce qui se dit sur la littérature scientifique au niveau de cette question. Donc, pour remettre tout ça en contexte, et c'est pas un simple morcellement de 2-3 études qui les arrangent, contrairement à certains. Combien d'études tu vas me demander? Oh bah, 126. Et ils disent quoi à deux là-dedans, Howe et Lehman? Que peut-être, éventuellement, la flexion lombaire maximale pourrait amener à plus de blessures. Ceci selon un modèle biomécanique, mais qu'en réalité, on n'a pas de preuve. Et que le choix des exercices doit donc être laissé au coach, en toute connaissance de cause. Et on en revient à ce que je dis depuis le début sur le dos rond. Tu fais bien comme tu veux, mais il n'y a pas de preuve qu'un dos rond soit plus accidentogène qu'un dos droit. Et que dans ce contexte, sachant qu'on va de toute façon finir par arrondir le dos avec de lourdes charges, parce que plus la charge augmente, plus le dos s'arrondit, autant s'y préparer avec des exercices adaptés comme des Jefferson Curl lourds. Lourd évidemment au regard de tes capacités, ce sera jamais aussi lourd qu'un soulevé de terre classique. Du coup voilà, je pense avoir été clair. Ne vous fiez pas à une personne qui sort des données qui vont contre le sens de la littérature sur la question et qui le fait à répétition. C'est pas son coup d'essai. Bon, maintenant, tournons le bonus pour les membres de la chaîne YouTube. Parce que oui, comme ça, au moins je vais pouvoir renvoyer des gens de mon Insta vers YouTube. Donc on en revient à nos business respectifs. Qui vendent des posters 30 balles, que même un aveugle avec Parkinson dessinerait mieux, c'est quand même assez culotté. Surtout quand on voit les délais de livraison qui sont assez similaires à du dropshipping. Déjà, ils m'accusent de faire du dropshipping sur mes posters. D'accord. Si tu veux, hein. Après, je peux te montrer les dessins originaux, je pense que je les ai encore. Bon, je les ai numérisés, donc maintenant je m'en fous d'un peu où je les ai foutus. Mais je peux le faire. En plus, je peux te montrer aussi les bons de commande, puisque je fais tout imprimer en France, à côté, enfin pas trop loin de chez moi, en tout cas dans la région lyonnaise. Donc voilà, ça, on peut y aller. Tu penses que c'est cher? Parce que tu as dit genre que c'était 30 € les posters. Non, non, c'est 30 € pour avoir les 3. Hein. 30 € pour avoir les 3, ça va, ça fait 10 € le poster. Bon, c'est dans les normes du marché, hein. Il me semble que Delavier les vend plus cher que moi. Je passe sur le fait que tu dises qu'ils sont mal dessinés, et après tout c'est un goût subjectif. Si tu penses ça, bon bah c'est un peu comme les filles qui pensaient que j'avais un meilleur physique que toi quoi, qu'est-ce que tu veux que je dise? Oui, on va parler de ça rapidement, j'ai pas mis cet extrait pour l'humilier, juste pour lui montrer que bah, si jamais il voulait faire plein de critiques sur le physique des gens, qu'il soit prêt à les recevoir aussi, en retour. Moi je m'en fous, je prône pas d'idéal de beauté masculin. Beauté masculine? Je sais pas. Il n'y a pas de condition générale de vente sur son site de coaching, c'est obligatoire. Et il n'y a aucun consentement à l'utilisation de cookies sur son site où il vend ses formations, alors que c'est obligatoire aussi. Donc en fait, tous les visiteurs des sites de Jack & Foot n'ont aucun droit en ce qui concerne leur vie privée, et tous ses clients n'ont aucun droit en ce qui concerne leurs droits de consommateur. Donc... Et enfin la légalité. Oui, c'est vrai, mon site internet ne contient pas de mention légale, et on me l'a fait remarquer il y a quelques mois. Et du coup, bah, ce que je fais en fait, c'est que je suis en train de faire une nouvelle mouture de mon site internet avec une personne et qu'on essaie de tout régler. Bon, ça prend un peu de temps, mais j'essaie d'être réglo avec mes clients et je savais pas en fait trop qu'il fallait que j'affiche ça sur mon site internet. Je pensais que j'étais clair dans les conditions, etc. Bref, my bad. Effectivement, mon business est pas totalement dans les règles à ce niveau-là. Mais ça va être corrigé, t'inquiète. Toi, en revanche, tu n'as pas de diplôme de coach ni de diététicien. Pire, tu sais très bien que c'est le cas, ça fait des années, tu sais que tu n'as pas le droit de le faire. Parce que moi, je ne le savais pas. Bon, maintenant, je le sais, ça met un peu de temps à se corriger, mais ça va se faire. Toi, tu sais. Et tu fais quand même la promotion de ça en ligne, c'est bien différent. En fait, n'importe quel coach et n'importe quel diététicien pourrait en théorie t'attaquer en justice pour concurrence déloyale. Bah oui, nous, on passe nos diplômes, qui valent genre 5 000 à 10 000 boules. Et toi,
t'arrives et tu dis non, moi je fais pareil, mais juste comme ça parce que j'ai lu 2-3 bouquins. C'est pas sérieux et ça fait très longtemps que moi je te l'ai fait remarquer. Et apparemment, tu n'as mis aucune démarche en place pour passer tes diplômes. Je me demande du coup qui de nous deux est le plus dans l'illégalité. Je vais même aller plus loin que ça. Moi, au départ, j'avais passé un diplôme ACE Personal Trainer américain, d'accord? Et je pensais que c'était valide comme diplôme pour coacher en France. Il s'avère que non, et j'avais ouvert un service de coaching sans vraiment l'autorisation. Du coup, quand j'ai appris que j'avais besoin de mon diplôme de BPGEPS pour au minimum coacher des gens, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté mon service de coaching et j'ai passé mon BPGEPS. J'ai vécu avec l'équivalent de 300 balles par mois, avec un loyer qui ne me coûtait rien puisque ma famille a accepté de me le payer. Mais bon, je n'avais que l'argent du stage, on va dire, pour vivre et pour manger toutes les semaines. Et je m'en suis sorti. Toi, je suis sûr que tu pourrais économiser et faire pareil et en fait te payer ton diplôme pour être enfin dans les clous légalement. Mais mon petit doigt me dit que tu vas pas le faire. Or, ce que tu fais en fait sur YouTube, sur ma gueule, c'est basiquement du dénigrement. Voilà, c'est ça. Tu dénigres mon travail, j'accepte la critique, après tout quand elle est argumentée. Bon, il y a beaucoup de sophisme dans ce que tu racontes et c'est bien violent, mais à la rigueur. En revanche, tu n'es même pas dans la position de coach et tu exerces les mêmes services qu'un coach. Si un jour il me prenait l'envie de dire bon allez, on va amener ça devant la justice, je me demande qui aurait gain de cause. Surtout si je m'associe avec, je sais pas, l'ordre des diététiciens, puisque tu fais ça aussi. Tu fais des trucs qui ont rapport avec la diététique alors que tu n'as pas de diplôme. Je sais pas si ça va bien se passer pour ton business. Bon, maintenant, ce sont pas des menaces voilées, c'est pas genre en mode oh là là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Je te dis juste que s'il y a quelqu'un un jour que tu fais chier au même niveau que moi, mais que le mec est un petit peu plus déter, tu vois, un petit peu plus, on va dire, méchant, parce que franchement, je suis pas très méchant, il pourrait faire ça. Et du coup, je te conseille de passer tes diplômes, parce que sinon, tu risques un peu cher. Voilà. Sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Mais non, tu le sais pas, parce que toi t'es très intelligent. Mais non, tu le sais pas, parce que toi t'es juste Jack and Fit. Moi je suis Fred de la vie, je le sais pas non plus. Dans le doute, je lui dis mec, tu vas faire dos droit parce que c'est une position de sécurité. Bouge plus, les bras vers l'arrière. Redressez le buste, squat, squat. Ça marche bien. Vous allez vous tuer le dos.